Auteur de plus de 10 livres avec un 11e qui est en cours de route, je rencontre aujourd'hui Annabelle Boyer. Bonjour Annabelle. Bonjour Pamela. Alors aujourd'hui, on se rencontre en fait pour parler de tes romans parce que tu as plusieurs sphères en fait dans les livres là, du développement personnel. Et là, on va parler de tes romans, entre autres, en fait c'est les trois, là, L'ange du samouraï, L'ange gardien du samouraï, qui est j'aime bien dire un roman inspirant parce qu'il y a des leçons de vie qui font du bien à l'intérieur. L'Alliance des ténèbres et un que j'ai égaré puis que je suis vraiment pas contente, Le lac des loups. Oui. Alors, c'est quoi ton le premier de ces trois-là que tu as écrit, c'était lequel? C'est Le lac des loups, mais j'avais publié avec une autre maison d'édition qui a fermé assez rapidement. Ensuite, je l'ai publié en France, donc c'était une deuxième version, et Béliveau Éditeur a fait la troisième édition, dans le fond. Parle-nous un petit peu de l'histoire, en fait, du lac des loups et ce qui t'a inspiré à écrire là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire un livre comme ça? En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir l'idée, j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai toujours écrit des histoires. Moi, j'ai gardé, quand j'étais enfant, je faisais comme un faux journal. Je prenais des feuilles mobiles et je faisais des articles de journaux sur des histoires. Puis je dessinais des fausses photos qui accompagnaient mes articles. Après ça, je me suis mis à écrire des histoires plus longues. Je me suis mise à écrire des pièces de théâtre. Je me suis mise à écrire plein de choses. Fait que j'écrivais beaucoup. Puis au secondaire, on a des cours de français dans lesquels il faut écrire des nouvelles, écrire des contes, écrire toutes sortes de choses. Ce qui fait qu'en secondaire 4, j'ai créé le personnage de Catherine Deschaines, que j'ai réutilisé plus tard, mais il y avait déjà une envie. Puis j'avais envie de créer un univers vraiment particulier avec une bonne fin pour mes enfants. Parce que je trouvais, à ce moment-là dans ma vie, il arrivait des choses un peu plus difficiles. Je trouvais que le travail était ardu. Je trouvais que la vie, en général, était plus difficile. Et je voulais pouvoir laisser à mes enfants une touche d'espoir. Et c'est ce qui a fait que je me suis mise à rédiger Le lac des loups. L'histoire du lac des loups, si tu peux en faire un résumé là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment. En fait, c'est un univers fantastique. L'histoire se passe pendant un camp d'entraînement de karaté. Je suis partie de mon vécu, qui a lieu dans une auberge, une très grosse auberge au lac des Loups. Le lac des Loups est un vrai lac en Outaouais. Et on a une équipe d'enquêteurs qui mène l'enquête parce qu'on a trouvé un troisième cadavre et on ne comprend pas ce qui se passe. Puis les cadavres sont souvent sur le bord de l'eau. Et là, il y a le troisième cadavre et pas tellement loin de l'auberge où a lieu le camp d'entraînement. Et on a Gabrielle, qui est une karatéka, qui s'entraîne donc avec des gens. Et là, il va survenir plein d'événements étranges qui ne sont pas normaux, qui sont donc surnaturels. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle va faire la rencontre de gens particuliers, dont Katsu, qui est un enquêteur, et elle va aussi découvrir des capacités qu'elle avait et qu'elle ne soupçonnait pas. Elle va rencontrer des gens qui ont des capacités particulières aussi, et elle va réaliser que la menace approche et qu'ils sont en danger et qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir les aider. Ils doivent réussir à combattre cette menace-là avec leurs moyens humains face à des forces surnaturelles. Fait que tu l'as dit, c'est fantastique, mais c'est aussi un peu policier thriller et surnaturel. Et si je me trompe pas, le surnaturel revient dans, je me souviens plus dans lui s'il y en a dans l'âge du silence. Un petit peu, pas beaucoup. Il y en a plus dans l'Alliance des ténèbres. Oh oui, celle-là, j'ai hâte d'en parler. Pour ce qui est de l'ange gardien du samouraï, premièrement, qu'est-ce qu'un samouraï? En fait, le samouraï, c'était, au Japon, évidemment, le gardien du seigneur d'un grand secteur. Donc, chaque seigneur, chaque propriétaire d'une seigneurie, d'un gros territoire, avait des gardes du corps, avait des gens qui protégeaient ce territoire-là et tous les habitants de ce secteur-là. Et ces gardes du corps, on les appelait des samouraïs. Donc, c'était des gens qui pratiquaient des arts martiaux, des arts du combat. Donc, ils se battaient évidemment beaucoup avec des katanas, l'espèce de grande épée japonaise, mais pas que.
Ils apprenaient plein de techniques et c'était des combattants hors pair. Et donc, puis moi, comme je fais du karaté depuis très, 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 très longtemps, la notion de samouraï, la notion de se mettre dans un état de combattant, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis moi, je m'entraîne avec des Japonais en plus. Fait qu'évidemment, pour les Japonais, eux arrivent avec ce bagage-là particulier. Donc, un samouraï, c'est ça, c'est une espèce de garde du corps hyper formé avec toute une philosophie de vie aussi. Et là, en sous-titre, c'est Intrigue captivante inspirée de 27 enseignements ancestraux. Oui. Je suis partie, en fait, comme je le disais, ça fait très longtemps que je fais du karaté avec des Japonais. C'est un karaté traditionnel japonais. Et inévitablement, à travers les années, Sensei Katsumata nous a transmis beaucoup d'éléments qui sont chers au peuple japonais, mais particulièrement chers pour les karatékas. C'est des éléments qui sont importants et qui aujourd'hui viennent teinter ma façon d'être. La semaine passée, je donnais une conférence sur la détection des mensonges et il y avait dans la salle un karatéka d'un autre style, mais d'un autre style japonais traditionnel. Puis quand je dis à un moment donné que je fais du karaté, il est venu me voir après puis il dit, à un moment donné, j'ai vu tes mouvements puis dans ta façon de bouger, c'est évident que tu fais du karaté. Fait que lui, il était tout content de rencontrer une consoeur qui pratiquait un art martial comme lui. Mais dans ma façon de bouger, dans ma façon de réfléchir, le karaté est toujours très présent. Donc, c'est ça que j'ai voulu transmettre, mais à travers une intrigue, parce que dès le départ, il y a une mort suspecte qui survient et il y a Olivier qui va se retrouver dans une situation abracadabrante et qui va se retrouver avec quelqu'un qui le menace, quelqu'un qui le suit. Il reçoit des menaces, il ne comprend pas ce qui y arrive. Et une de ses employées, Sophie, va faire appel à Catherine Deschaines, le personnage que j'ai créé au secondaire, pour que Catherine vienne l'aider, vienne enquêter et le fasse évoluer aussi parce qu'il ne se rend pas compte du danger dans lequel il est, puis il n'ose pas passer à l'action, il n'ose pas confronter la situation, il n'ose pas faire appel aux autorités. Et Catherine va donc devoir le faire cheminer, mais elle va aussi devoir le protéger parce que Catherine, évidemment, est une karatéka. Et là, à ce moment-là, on voit tout ce qui se met en place, mais on voit aussi comment Catherine va aider Sophie pour que Sophie puisse aider Olivier. Et il y a tous les enseignements du karaté qui viennent à travers ça sur vraiment la partie philosophie de vie. Et ça m'amène une question, en fait, parce que dans le Lac des Loups, dans l'Ange gardien du samouraï, tu ramènes le karaté. Ouais. On peut en percevoir, en fait, à quel point ça te tient à cœur le karaté, à quel point ça t'a apporté personnellement. C'est comme si tu avais voulu transmettre ce que tu as appris, mais on s'entend que le vivre, c'est tout autre chose. Mais à quel point c'est important pour toi que tu le transmets dans tes écrits? Qu'est-ce que ça t'a apporté que tu tenais à redonner au suivant? Ben, tu sais, moi, le karaté, ça m'a amené une persévérance que je n'avais pas avant. Donc, parce que moi, j'ai commencé à faire le premier art martial, j'avais 13 ans. Et le karaté m'a amené. Moi, j'étais une enfant timide. J'étais brillante, mais j'étais très timide, puis souvent, je n'osais pas faire certaines choses. Et le karaté m'a amené à développer une confiance, à développer une persévérance, malgré les épreuves, malgré la douleur. Et ça a changé ma ligne de conduite parce qu'au karaté, si tu es envahi par tes émotions, ça donne du mauvais karaté. Donc, on apprend à être responsable de ses émotions. On apprend à les gérer, à les accueillir, à les maîtriser, à les canaliser. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui est très, très, très important. Et au karaté, on a un code d'honneur, toujours. Donc, et on a des règles qu'on appelle le Dojo-kun, qui sont les 5 règles du karaté. Et ça, je voulais les transmettre parce que moi, ça m'a apporté une très grande puissance intérieure. Et le karaté, pour moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. J'arrivais dans un milieu qui était difficile. Mon père, s'il était encore en vie, pourrait vous le dire, j'étais dans un petit village, dans une petite école où la plupart des enfants, ça leur tentait de jouer au docteur puis de faire des niaiseries. Mais je suis la seule de ma classe qui a terminé ses études secondaires. Donc, j'étais dans un milieu qui n'était pas favorisant pour pouvoir étudier, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir oser, pour se créer une vie de rêve. On n'était pas là-dedans du tout, là. Donc, le karaté m'a vraiment sauvé parce qu'il m'a apporté un milieu sécuritaire où je pouvais m'épanouir et où je pouvais vraiment évoluer
Et je pouvais vraiment apprendre à utiliser mon corps, à maîtriser mon corps, à ressentir mon corps et à ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'en karaté, là, moi, j'ai pas des gros os, je suis pas très grande. Donc, plus j'apprenais les techniques, plus je maîtrisais les techniques, plus je pouvais voir que je pouvais mener des bons combats, je pouvais me défendre, quel que soit le gabarit de mon adversaire. Et ça, pour moi, c'est des éléments qui sont vraiment importants parce que c'est ce qui fait que, par exemple, je suis capable d'intervenir dans des situations de conflit, même si la personne est sur le point de tomber dans les bleus, puis de tomber dans un volet de sa personnalité qui implique qu'il n'y a plus de maîtrise, qu'il n'y a plus de contrôle, qu'il n'y a plus rien, là. Donc, je suis capable de faire face à ça. Je suis capable de faire face à des animaux qui sont enragés. Je suis capable de faire face à des gens qui font des crises de colère intenses. Je suis capable de faire face à des gens qui se désorganisent parce qu'ils ont trop de peine. Je suis capable de faire face à des gens qui souffrent physiquement énormément parce que, justement, le karaté fait partie de moi aujourd'hui. C'est très... ça donne envie de commencer à faire du karaté. Et pour en avoir fait une séance avec toi, ceux qui pensent que c'est facile, oh non, non. Moi, là, je regardais la gang, je m'en souviens encore. J'avais plus de souffle. J'essayais de m'appuyer sur mes cuisses pour respirer. Puis là, vous autres, vous continuez de courir. Puis là, le coach disait, vas-y, pas votre temps. Je suis plus capable. Fait que ceux qui pensent que c'est juste ben smooth, puis qu'on fait des petits non, puis c'est vraiment plusieurs mouvements que vous devez apprendre un après l'autre. Tu sais, c'est comme une chorégraphie pratiquement à apprendre. C'est très impressionnant. Le tout dernier, l'Alliance, j'ai tout le temps de la misère, l'Alliance des Ténèbres. Et là, je tiens à le dire, c'est basé sur des faits réels. À la fin du livre, il y a même certains bouts d'articles qui sont sortis dans les journaux. Parle-nous un peu d'où t'es venue l'idée d'écrire sur ce fait réel-là. Mais en fait, les histoires paranormales, j'ai toujours aimé ça. J'écoute plein de séries là-dessus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'écoute d'ailleurs beaucoup d'entrevues de Christian Page. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. Il y a un vécu qui vient avec ça, évidemment. Puis à un moment donné, j'ai Martin Rogers de la ville de Blainville qui me parle de l'écrasement d'avion qui a eu lieu sur le territoire de la ville qu'on appelle aujourd'hui Blainville, mais qui à l'époque ça s'appelait Thérèse de Blainville, donc c'était un mix de la ville de Sainte-Thérèse et de Blainville. Et il y a un livre qui a été écrit sur les personnes qui sont décédées dans cet accident-là. Et j'apprends que ça s'est produit dans la période où le président Kennedy a été assassiné. J'apprends aussi que c'est pas tellement loin de l'hôtel de ville, puis il y a plein d'éléments qui m'interpellent. Puis comme je m'intéresse beaucoup à ça, ça arrive des fois qu'il y a des citoyens de la ville qui appellent en disant qu'ils pensent que leur maison est hantée, ils pensent qu'il y a quelque chose chez eux, ils pensent que, puis ils savent pas quoi faire. Et comme je m'intéresse à ce sujet-là, puis à l'époque, je travaille pour la ville de Blainville, bien souvent, ces appels-là me sont transférés. Parce que, comme je fais du karaté aussi, j'ai pas peur de grand-chose. Je peux accueillir à peu près n'importe quoi. Donc, je suis capable d'être rassurante. Et comme je m'intéresse beaucoup à ce volet-là, et je m'intéresse au cerveau dans ce volet-là, à comment le cerveau peut déformer, amplifier, modifier, et ce que la science est capable d'expliquer, mais ce que la science ne peut pas expliquer aussi. Fait que je suis allée faire, par exemple, des formations. Il y a un médecin à l'Université de Trois-Rivières qui donne des formations sur les poltergeists, les fantômes japonais, sur la possession démoniaque. Donc, je suis allée faire des formations avec lui, super intéressant, très articulé, donc hyper intéressant. Et à un moment donné, je suis avec une amie, on se rend à faire une dégustation de bière chez elle, puis elle me dit rien de son appartement, mais il arrive un incident dans la salle de bain. Et je ne donnerai pas trop de détails parce que c'est une scène dans le livre. Mais un incident qui m'a inquiétée. Et après, quand j'ai fini par lui parler de ce qui s'était passé dans la salle de bain, elle a fini par m'avouer qu'elle sentait des présences chez elle, justement, dans la salle de bain. J'aurais aimé ça le savoir avant. Donc, il arrive plein d'événements et moi, près de chez moi, il y a une maison. Quelqu'un fait le gazon, mais je ne vois jamais personne. Je ne vois personne dans les fenêtres, je ne vois personne sur le terrain. C'est une maison morte. Mais quelqu'un fait le gazon. Quelqu'un ramasse les journaux.
mais je ne vois jamais personne. Et cette maison-là m'inspire aussi. J'ai déjà fait de l'urbex, donc visiter des maisons abandonnées. Et dans le cadre de mon travail, bien, inévitablement, je recueille les confidences de beaucoup de gens. Et à un moment donné, j'ai envie d'écrire et j'ai envie de ramener mon personnage de Catherine Deschaines. Puis je vais aller plus loin. Puis en même temps, mes enfants me racontent des histoires. Et là, je voudrais avoir des personnages qui sont mes enfants, en fait. Et là, je me mets à travailler et à creuser avec Martin Rogers, la ville de Blainville, pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'accident d'avion. Et là, j'en apprends des vertes et des pas mûres. Il y a bel et bien une dame qui a vraiment essayé d'aller prendre, parce que quand l'accident est arrivé, il faut savoir que après enquête, on s'est rendu compte que c'est une vis sans fin, en fait, qui était défectueuse. Et donc, quand eux pensaient qu'ils étaient stabilisés, mais l'avion était en train de piquer, puis ils ne savaient pas. Et la vis a fait qu'ils ne pouvaient pas redresser l'avion, pas dans le temps qu'il n'était pas monté assez haut pour être capable de redresser à temps. Donc, l'avion est monté un peu, puis est redescendu en flèche. Et donc, tout le monde est décédé, inévitablement. Ça a été un des plus gros accidents au Canada. 118 personnes quand même. Et donc, c'est une explosion. L'avion, quand il est arrivé sur le sol, arrivait tellement vite que ça a donné l'impression d'une explosion. Ce qui fait que, évidemment, les gens qui étaient à l'intérieur, ben, c'est pas des cadavres qu'on a retrouvés, c'est des morceaux. Oh! Et il y a une dame, et à l'époque, dans ce coin-là, il n'y avait pas de maison. Et les gens ont entendu le son. Puis avant que la police arrive, ben, il y a des citoyens qui sont arrivés. Puis là, c'est boiteux. On est au mois de novembre. Là, fait que c'est très, très boiteux. Et là, bien évidemment, il y a plein de gens qui arrivent pour vérifier s'il y a des survivants, mais aussi pour zioter. Et il y a une dame qui a vu une bague sur une main coupée, là, puis qui a vraiment essayé de voler la bague. Puis il y a un policier qui est arrivé, puis qui a vu les gens essayer de piller, de partir avec des souvenirs, puis il a dû tirer dans les airs pour faire fuir les citoyens. Et quand Martin m'a raconté ça, moi, il m'est venu plein d'images en tête. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive ça. Il faut vraiment que je l'écrive. Évidemment, écrire ça, c'est particulier. Tu sais, c'est quoi écrire un roman? On se plonge dans l'histoire, on rentre dans la tête du personnage, on vit la scène avec le personnage. Donc, c'était tout un cheminement pour moi. Et je me souviens que, est-ce que tu as visité le lieu où l'accident s'est produit? Oui. Je me suis promenée, aujourd'hui, il y a des maisons à cet endroit-là, mais Martin m'avait indiqué c'était quoi le quartier où ça avait eu lieu. Je suis allée. Je suis allée aussi dans d'autres secteurs. Martin avait eu la gentillesse de me partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos prises durant l'enquête. Fait que j'ai eu accès à toutes les photos que la ville avait. J'ai vu des morceaux d'avion parce que les gens, inévitablement, en creusant leur terrain pour installer une piscine ou pour faire un jardin, ils retrouvaient des morceaux d'avion. Il y en a qui les ont rapportés à la ville. Je me souviens tu sais, les bras des fauteuils dans l'avion, Oui. là, un gros morceau là, déformé, complètement déformé par l'impact. Donc, il y a plein de morceaux comme ça que Martin avait à son bureau. Ça fait que ça a été vraiment un travail de recherche très intéressant. Et là, ça me vient comme ça, cette question-là, mais pourquoi en avoir fait un roman au lieu d'en avoir fait comme un fait vécu, dans le sens où d'avoir pris uniquement les faits puis d'en faire un livre? Mais toi, tu es allé comme rajouter un peu de surnaturel et Ouais. d'histoire autour, mais qu'est-ce qui t'a fait pencher dans la balance pour en faire plus une histoire versus uniquement le fait, vu que tu as appris une panoplie d'informations? En partant, la fibre romancière chez moi, elle est très forte. Et comme le paranormal m'attire beaucoup, j'avais envie d'y aller. J'avais envie de replonger là-dedans, de le vivre. Et j'avais plein d'idées parce que il y a l'anecdote, évidemment, chez mon ami dans la salle de bain, mais il y a d'autres anecdotes que j'ai utilisées. Je me souviens, à un moment donné, j'ai une amie qui me parle de sa propriétaire qui ne va jamais dans le sous-sol parce que dans le sous-sol, il y a un caveau, en fait, une pièce, pas de plancher, là, que c'est de la terre battue, mais le caveau, il est fermé avec une énorme porte et il y a plein de symboles étranges tout autour de la porte. Fait que, tu sais, j'ai plein d'informations comme ça qui m'arrivent exactement dans la même période, là, dans les mêmes mois, et je veux prendre tout ça
puis en faire quelque chose de cohérent. Donc, je ne veux pas juste faire un livre d'histoire et témoigner d'une situation que les médias avaient déjà traitée, qui avait déjà eu un livre sur les victimes. Je voulais vraiment plonger dans un autre univers et créer quelque chose de plus loin encore. Puis tu te souviens probablement d'une scène qui se passe parce qu'il y a 3 adolescents là, qui vont aller visiter justement cette pièce dans le sous-sol. Il y a un des personnages qui va être affecté et les autres vont voir qu'elle est affectée parce qu'à un moment donné, elle a des comportements bizarres en classe. Et ces comportements-là, je voulais être capable de voir si j'étais capable de les décrire, si j'étais capable de rendre les scènes terrifiantes. J'ai envie de voir me dépasser là-dedans. Là. Je confirme. Je me souviens quand je l'ai lu, j'avais tout éteint les lumières. J'ai mis juste tu sais, vraiment l'ambiance là, d'horreur. Là. Puis je me souviens que je gigotais tellement. À un moment donné, j'étais rendue assise à terre parce que je voulais le continuer, mais en même temps, j'avais comme une petite frousse. Mais là, je me disais, OK, comment c'est un livre. Mais j'étais tellement justement dans l'émotion. Là, je me promenais un peu. Les lumières fermées. Je pense que j'avais même pris une photo que je t'avais envoyée, je pense, avec des lumières. Je pense que c'était dans le temps de l'Halloween. Je ne suis même pas certaine, mais bref, ça l'a vraiment très, très bien réussi. Et tantôt, tu parlais de Christian Page, que tu admires particulièrement. Est-ce qu'avec tout ce qui t'est arrivé à toi-même et été raconté, probablement que tu pourrais aussi nous écrire un livre sur le surnaturel? Je pourrais en écrire un, puis je fais venir aussi des recherches. Je pense entre autres à l'expérience qui a été faite qu'on appelle Philippe le fantôme. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, puis c'est Christian Page justement qui me l'a fait découvrir. Il y a plein d'éléments que les neurosciences viennent aujourd'hui expliquer, des explications qu'on n'avait pas aujourd'hui. Les phénomènes de ce qu'on appelle la pareidolie. Donc, quand on voit quelque chose, puis que notre œil cherche un sens, puis quand on regarde des nuages, puis qu'on a l'impression de voir un chat dans les nuages, il n'y a pas vraiment un chat dans les nuages. C'est notre œil qui voit un chat là où il n'y en a pas. Ça, c'est un phénomène de pareidolie. Mais tu sais, souvent, on voit des gens qui regardent des ombrages ou qui regardent des flammes puis qui voient un visage là-dedans. C'est de la pareidolie. Le phénomène les problèmes avec le sommeil. La paralysie du sommeil. Pour l'avoir déjà vécu, c'est paniquant. Mais aujourd'hui, évidemment, les recherches sont venues démontrer ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi on a des hallucinations visuelles, auditives, kinesthésiques, parce que tu as vraiment l'impression que quelqu'un est en train soit de t'étrangler ou écrase ta poitrine, puis qui est assis dessus, puis qui pèse. Là. Donc, je l'avais déjà vécu. Les phénomènes de visiter un lieu dans la noirceur puis d'avoir plein de sensations. Les neurosciences viennent expliquer pourquoi on a plein de sensations. Donc, il y a plein d'éléments là-dedans qui sont intéressants. Puis en même temps, il y a plein de choses que les neurosciences ne sont pas capables d'expliquer encore. Mais ils cherchent parce qu'ils essaient de trouver qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Les phénomènes de poltergeist. On en a eu au Québec des phénomènes où d'ailleurs Christian était présent, où il y a bel et bien des coups qui sont frappés dans les murs, mais on ne sait pas d'où ça vient. Il y a des phénomènes où il y a des objets qui revolent, puis il n'y a personne qui y a touché et on ne comprend pas ce qui se passe. Puis aujourd'hui, même si on utilise encore le terme poltergeist, on ne parle pas d'un esprit frappeur, mais bien de l'esprit du cerveau d'un jeune adolescent qui a des hormones un peu fortes. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que son cerveau arrive à opérer un changement sur la matière. Donc, il y a plein d'éléments comme ça, hyper intéressants au niveau de la science. Puis aujourd'hui, on a plus de données. Fait que c'est sûr que c'est encore plus intéressant. Mais là, parce qu'avec ton explication, est-ce que tu crois qu'il existe réellement des trucs surnaturels ou tu penses que la majorité des trucs qu'on croit comme étant paranormal, ça vient de notre imagination? 95% de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, ça vient de notre propre cerveau. Mais il reste un 5% inexplicable. Et le 5% inexplicable, là rentre le volet de spiritualité. Parce que quand on a, par exemple, des phénomènes de guérison spontanée, une des choses que l'on remarque, c'est qu'il est arrivé dans l'esprit de la personne un moment, un instant où la personne a eu soudainement une foi, une demande d'aide, mais une foi incroyable
qu'elle est guérie. Donc, il s'est passé quelque chose et ça ne peut pas être juste le cerveau. Je pense entre autres au livre de Eben Alexander, La preuve du paradis. Eben Alexander, c'est un neurochirurgien athée. Fait que lui, la religion, il n'en a rien à foutre. Mais il attrape une bactérie mangeuse de chair qui va affecter son cerveau et qui va aller grignoter justement la zone de l'imagination. Et pourtant, même si la zone de l'imagination est en train de se faire manger, donc il ne peut pas imaginer, il va quand même vivre une expérience où il se voit au paradis, dans ce qu'il va appeler éventuellement le paradis, et il a des échanges avec des êtres supérieurs. Et il va se rétablir, ce qui n'est pas possible en temps normal, et il va retrouver ses capacités. Il ne peut plus opérer, mais il va donner des conférences. Et là, on se rappelle, on parle de quelqu'un qui était un logique structuré, rationnel, neurochirurgien athée, et qui revient métamorphosé de cette expérience-là. Et cette métamorphose-là, on ne peut pas l'expliquer. On a des phénomènes de jeunes enfants qui ont eu de graves accidents et à des très jeunes âges, 3, 4, 5 ans. Et quand ils se rétablissent, ils parlent de leur conversation avec Jésus, avec Marie. On ne peut pas expliquer ça. Parce qu'ils arrivent avec des connaissances. Ils savent que la mère, par exemple, a fait une fausse couche plusieurs années auparavant, alors que ça n'a jamais été discuté autour d'eux. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont surprenantes. Et ces gens-là arrivent après ça avec certaines capacités, certains dons qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il reste un volet inexplicable. Et quand par exemple, au mois de janvier, j'étais en vacances dans le sud avec mon conjoint, puis je lisais le livre Dieu, la science, l'épreuve, où là, on a des scientifiques qui se prononçaient en disant, ça ne peut pas être juste du hasard. Par exemple, la lumière qui voyage à 300 000 km/h, pourquoi c'est 300 000 km/h? 1 km/h de plus, ça ne fonctionnerait pas. Et 1 km/h de moins, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il y a plein d'éléments comme ça où la science commence à se pencher, puis c'est pas évident parce que pour beaucoup de scientifiques, il ne faut surtout pas aller du côté de la spiritualité. Il faut se garder une grande distance, mais on a de plus en plus de livres qui s'écrivent sur le sujet. Je pense entre autres à la suite de Fibonacci où on a constaté que l'univers répond à des nombres précis. Donc, les fleurs ont toujours le même genre le même nombre de pétales. Il y a plein d'éléments comme ça, le même nombre de rainures dans les feuilles. Il y a des nombres qui ont l'air de réguler l'univers. Et ça, quand tu te mets à lire là-dessus, j'en ai lu des tonnes de livres là-dessus, à un moment donné, tu peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à nous. Ça se peut pas. Donc, il reste un volet quand même important. Maintenant, là où je pense que le cerveau vient jouer des tours, c'est quand on tombe justement dans des volets où on veut tellement qu'il se passe quelque chose qu'à un moment donné, le corps finit par ressentir des choses. Et nos peurs sont capables d'envoyer notre cerveau dans le champ. Parce qu'une peur qui n'est pas contrôlée, puis qui part en vrille, ça va amplifier nos sensations. J'ai vu des gens faire des crises de panique, puis la crise de panique est tellement grande qu'ils deviennent paralysés au niveau des doigts, au niveau des orteils, mais c'est la panique qui crée ça. Donc, nos émotions ont aussi un impact sur le corps, mais il y a aussi un volet plus grand que nous qui ne s'explique pas aujourd'hui par la science. C'est tellement intéressant. Puis, il y a tellement eu de mythes là-dessus que c'est difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est justement la réalité. Tu sais, on pense à, je ne sais pas, un enfant qui dit, tu sais, on dit souvent, quand un enfant vient de parler, qu'il voit quelqu'un dans sa chambre, encourage-le à t'en parler. Et je pense que il y a une certaine croyance qu'on brise le lien avec le paranormal positif, là, quand on est enfant, parce que notre ami imaginaire, on se fait dire, ah, c'est même pas, ça existe même pas, nanana. Qu'est-ce que tu penses de ce... Est-ce que tu penses que c'est vrai qu'on est le fil de notre imaginaire avec voyons, je vais tout dire en même temps. L'au-delà est brisé enfant ou encore là, ça fait partie du 5% véridique puis du 95%? Ben, tu sais, pour avoir été moi-même une enfant qui voyait des ombres dans ma chambre,
tu sais, les perceptions de l'enfant sont en partie vraies, en partie créées par le cerveau, mais même si c'est créé par le cerveau, pour l'enfant, c'est vrai. Maintenant, quand le parent dit arrête de dire ça, t'es folle, ça aide pas pantoute. Non. Je connais aucun enfant que ça va aider. Maintenant, il y a une façon, tu sais, l'idée souvent, c'est qu'il y en a qui vont tomber dans l'autre extrême d'essayer de trop encourager, puis ça aide pas non plus. Ce que l'enfant a besoin de faire, c'est de retrouver sa puissance personnelle. S'il a l'impression d'avoir quelqu'un dans sa chambre et que ça lui fait peur, qu'est-ce qu'il peut faire pour faire partir cette personne-là, cette présence-là, et se sentir mieux? Que cette présence-là soit une présence extérieure ou que ça soit créé par son cerveau, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on peut montrer à l'enfant pour lui permettre de retrouver sa confiance, de retrouver son amour de soi, de retrouver sa capacité à créer un environnement sain et sécuritaire. C'est ça qui prime. Parce qu'on ne peut pas le savoir s'il y a bel et bien quelque chose ou pas. Il y a des recherches qui sont faites en ce moment sur le fait que quand on a des pensées, une pensée, c'est une fréquence. Et à un moment donné, on s'est mis à étudier, puis là, ben, ça prend un équipement pour ça. Fait que c'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui peut faire des recherches de même. Là. Ça nous prend un équipement qui mesure certaines choses. Et on s'est rendu compte que quand quelqu'un a des pensées qui sont concentrées, ben, ça fait une espèce de zone de fréquence autour de lui qu'on va appeler des formes pensées. En spiritualité, on te dirait que c'est une entité non humaine. En neurosciences, on va parler de forme pensée. Mais cette forme pensée-là, elle peut se déplacer. Donc, plein de choses comme ça qu'on essaie de comprendre, mais ça vient des émotions et des pensées de l'individu. C'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, quand la personne, par exemple, se sent envahie, possédée, a l'impression que sa maison est hantée, bien, il est possible que le travail qui est à faire, c'est en elle. Ça se peut qu'il y ait quelque chose d'extérieur, mais très souvent, c'est quelque chose qui est en soi, que l'on nourrit. Combien de fois tu as rencontré des gens qui se nourrissent de drames? Leur seul sujet de conversation, ce sont les drames. S'il n'y a pas de drame, il ne se passe rien, leur vie est plate. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas vraiment leur travail, parce qu'ils ne sont pas super amoureux, parce qu'ils n'ont pas vraiment de loisirs, ils n'ont pas de passion. Dans ce temps-là, ils se nourrissent de drames. Et ces gens-là, ça va donner aussi des formes pensées. Donc, il y a plein d'éléments qui sont hyper intéressants. Puis, tu sais, dans 20 ans, on va être ailleurs. Dans 50 ans, on va être ailleurs. Mais j'aime lire sur ce sujet-là, mieux comprendre. Il y a des recherches qui sont faites sur trop peu de gens, où il y a interprétation ou un biais du chercheur aussi. Donc, plus on a des recherches, plus on peut avoir des données intéressantes. Mais de plus en plus, la science s'intéresse beaucoup, entre autres, à ce qu'on appelle l'esprit non local. Et on commence à regarder aussi ce qui se passe quand quelqu'un décède. Est-ce que c'est vrai que l'âme quitte le corps et que le corps va avoir une perte de poids de 21 grammes à peu près? Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on se met à regarder. Mais à chaque fois que quelqu'un fait une recherche là-dessus, ben les super rationnels qui veulent surtout pas qu'on s'intéresse à Dieu, qui veulent pas qu'on s'intéresse à la spiritualité, bien évidemment, ils réagissent souvent très fortement, trop fortement d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites, certaines aux États-Unis, mais beaucoup en Europe aussi, où il y a plus d'ouverture, par exemple, qu'ici, sur ce volet-là. Donc, ça devient intéressant. Puis, tu sais, on peut lire Joe Dispenza, mais on peut lire aussi Mario Beauregard, Greg Braden, Bruce Lipton. C'est des auteurs qui s'intéressent à ça. Comme je vous disais, le livre Dieu, la science, l'épreuve. Il y avait Les codes secrets de l'univers aussi, qui est un autre livre intéressant. Donc, des livres, il y en a plusieurs sur le sujet, mais au lieu de lire des livres de monsieur, madame, tout le monde, là, de lire des livres faits par des chercheurs, aller voir qu'est-ce que la recherche dit exactement là-dessus, c'est très intéressant. Là, je me suis complètement égarée de tes romans. Là, j'ai comme parti sur le paranormal. Est-ce que tu as d'autres projets de romans que tu plais? Si tu avais dit non, j'aurais été extrêmement surprise. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais écrire comme roman prochainement? Je suis en train de travailler sur un autre thriller
Toujours avec Catherine Deschaines comme personnage. Puis des trailers qui sont en lien avec des vraies histoires du Québec. Fait qu'évidemment, ça demande plus de recherche aussi. J'aimerais ça écrire une suite au Lac des Loups. Oh! J'aimerais ça écrire une suite à l'Alliance des Ténèbres, mais je vais faire probablement le trailer avant, justement parce que ça me permet de ramener Catherine, qui était déjà dans l'Ange gardien du Samouraï, qui était dans l'Alliance des Ténèbres. Ça me permet de ramener Katsu aussi, qui lui revient partout dans tous mes livres. Et puis je veux avoir un volet tueur en série, crime occulte, des choses comme ça. Là. Fait que là, ça me demande beaucoup de recherche. Évidemment, il faut créer l'intrigue, il faut créer le scénario. Fait que ça c'est un travail de longue haleine, là, mais c'est sûr que ça fait partie de mes projets, je te dirais, à plus court terme. Ça va être excellent, j'en suis certaine. Merci encore une fois pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X qui est l'ancien Twitter, YouTube. Tu as ta chaîne. On a la chaîne de Béliveau également et sur ton site Internet personnel. Voilà. Je te souhaite une belle création de romans thriller qu'on a extrêmement hâte de lire. Et nous, on va se retrouver pour d'autres entrevues ensemble sous peu. Merci beaucoup. Merci.